Bismillah. Que c'est joli, je n'avais jamais imaginé que cela pût être aussi beau, s'exclama Kamala. Elle était légèrement essoufflée, ainsi que Conrad. Ils avaient escaladé une hauteur assez abrupte derrière le port, et maintenant un vaste panorama s'étendait sous leurs yeux. La mer, d'un bleu étincelant, comme celui de la robe d'une madone, s'étendait jusqu'à l'horizon. Noyé dans une brume légère, le sommet des montagnes se perdait dans le ciel. Les jolies petites maisons portugaises aux toits rouges, nichées tout autour du port, tout cela émergeait d'une profusion de fleurs. Des fleurs rouges, bleues, jaunes, blanches, elles couvraient le flanc des montagnes, montaient à l'assaut des sombres ravins, s'accrochaient au tronc des manguiers. Dans le brûlant soleil, elles prenaient un éclat aveuglant et leur parfum embaumait l'air. « Reconnaissez que c'est beau, plaida Kamala. »« Très beau, acquiesça Conrad, contemplant Kamala. » Elle se laissa tomber sur l'herbe et s'allongea les yeux brillants. Sa chevelure semblait une coulée d'or. Le rocher escarpé qui les dominait protégeait son visage de l'éclat du soleil. « Nous voici enfin seuls, » dit Conrad d'une voix grave. En disant ces mots, il s'étendit près d'elle. « J'avais peur que nous ne puissions pas nous échapper, » dit Kamala, un léger tremblement dans la voix. Elle ajouta avec appréhension, comme si elle craignait même loin de l'Aphrodite, d'être encore en danger. « Où est M. Van Wyck ?»« Si j'en crois la conversation que nous avons eue au petit déjeuner, » dit Conrad, « il s'est rendu dans une maison de tolérance. »« Qu'est-ce » demanda Kamala. « Un endroit dont je n'aurais même pas dû vous parler. Y a-t-il des femmes dans ce genre d'endroit ? Forcément. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé avec lui ? Vous connaissez la réponse à cette question. » Il y eut un silence, puis Kamala dit d'une voix hésitante. « Je ne voudrais pas que vous vous sentiez contraint par moi. » Elle parlait les yeux levés vers le ciel et Conrad, appuyé sur un coude, la regardait. Sa tête était environnée de fleurs. Sa taille, menue, jaillissait des volants de sa robe blanche, des volants qui semblaient immatériels et pareils à l'écume des vagues. Elle contempla un moment son visage, jusqu'à ce qu'enfin, intimidée par cet examen, elle demanda « Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Je cherche un défaut. Je ne puis croire qu'il puisse exister quelqu'un d'aussi parfait que vous. » « Ne regardez pas trop de près, je vous en prie, dit-elle. « Ce n'est pas uniquement pour votre beauté que je vous aime, dit-il lentement. Je vous aime parce que vous possédez tout ce qu'un homme désire chez une femme. Vous êtes bonne et douce, intelligente, courageuse, et par-dessus tout, extraordinairement follement désirable. » Kamala se sentit frissonner, tant il y avait de passion dans la voix de Conrad. « La nuit dernière, poursuivit-il, je m'étais juré de ne plus vous embrasser, mais maintenant il n'y a rien au monde qui m'importe plus que votre bouche. » Leurs regards se rencontrèrent, et une miraculeuse extase passa entre eux, comme s'ils étaient déjà unis, soudés l'un à l'autre par l'amour. Puis Conrad, voyant Kamala trembler comme assoiffée de lui, elle aussi, se pencha très lentement et prit ses lèvres. Ce n'était pas le désir exigeant et passionné de la nuit passée qui émanait de ce baiser, mais une sensation divine, spirituelle, presque sacrée. « Ma chérie, je vous aime, » chuchota-t-il. « Mon Dieu, comme je vous aime. » Il l'embrassa encore, transporté, puis comme si cette extase était au-dessus de ses forces. Elle se détourna d'elle, le souffle court et le cœur battant à se rompre. « Je vous aime, » dit-il, « mais c'est la dernière fois que je puis vous le dire avant Mexico. »« Je le sais, » répondit Kamala, « et je ferai attention. Je vous promets de ne rien faire qui puisse compromettre vos chances de vous associer à M. Van Wyck. »« Je n'ai aucune envie de m'associer à lui, » dit Conrad. « Si j'avais ne serait-ce que quelques livres en poche, je quitterais immédiatement l'Aphrodite et nous attendrions ici un autre bateau. » Il soupira et poursuivit. « J'ai même regardé dans le port ce matin, au cas où il y aurait une goélette, ou bien un capitaine de ma connaissance, mais il n'y a à l'ancre que quelques navires portugais, et nous ne pouvons malheureusement pas voyager dans les airs. » Elle se tut un instant, puis continua. « Si seulement j'avais un peu de plomb dans la tête, j'aurais cousu quelques billets dans mes vêtements, et ils nous auraient été bien utiles dans une situation comme celle-ci. » Spider aurait pu les trouver, dit-elle pour le consoler, et s'il avait fait part de sa découverte à M. Van Wyck, cela aurait paru très suspect. De surcroît, vous savez bien que tout l'argent que nous possédions était indispensable à votre mère. « J'ai peur pour vous, » dit Conrad. « Je m'en sortirai, » affirma Kamala avec une confiance qu'elle était loin d'éprouver. « Et une fois à Mexico, nous trouverons bien un moyen de nous enfuir. »« Je l'espère, » dit Conrad en soupirant. « Il me semble, » dit Kamala, de sa voix douce, « que nous sommes bien pusillanimes.
Jusqu'ici, rien de ce que nous avons entrepris n'a échoué. Et si nous avons confiance, je suis certaine que nous trouverons la fortune que vous cherchez. Peut-être alors pourrons-nous nous aimer sans crainte. Je voudrais y croire, dit Conrad. Je ne puis croire qu'un amour comme le nôtre soit perdu ou détruit, murmura Kamala. Il ne peut l'être, dit Conrad, en se soulevant sur un coude pour la contempler à nouveau. Car ma bien-aimée, je n'aimerai jamais quelqu'un d'autre comme je vous aime. Il semblait à Kamala que les heures passées avec Conrad sur la montagne avaient été un moment magique. Ils avaient été seuls dans un monde où régnait en maître l'amour et où il n'y avait plus ni danger ni peur. Un amour si beau, si parfait, qu'elle avait eu l'impression de vivre un instant au cœur même du soleil, de participer à sa glorieuse splendeur. Les ombres commencèrent à s'allonger et ils surent qu'il était temps pour eux de revenir sur terre. Ils redescendirent lentement, sans dire un seul mot. À travers les plantations d'arbres fruitiers, l'orgeon des citrons le disputait au rose feu des abricots, et les fleurs des grenadiers éclataient parmi le feuillage vert sombre. Kamala ramassa une brassée de fleurs et Conrad se demanda s'il se trouverait un peintre capable de restituer sa grâce magique. Seulement, lorsqu'ils approchèrent de la ville, Conrad ne put s'empêcher de lui dire « Au revoir, ma douce chérie. Soyez remerciés pour m'avoir donné les heures les plus enchanteresses, les plus merveilleuses que j'ai jamais connues. » « Pour moi aussi, ce fut un moment de perfection, » dit Kamala. « Maintenant j'aurai un souvenir des images pour occuper mes pensées lorsque je serai seul sur le bateau. »« Ne me regardez pas, sauf quand vous ne pourrez vous en empêcher, » recommanda Conrad. « Et je ne vous regarderai pas, sinon nos yeux livreraient notre secret. » Elle s'arrêta un instant, et ses yeux, comme il venait de le dire, révélaient clairement son amour. « Ayez confiance, dit-elle. Je vous en prie, Conrad, il faut que vous croyiez que tout ira selon nos souhaits. Je prierai pour qu'il en soit ainsi. Je prierai nuit et jour, et je suis sûr, au fond de mon cœur, que Dieu ne nous abandonnera pas. » Il lui prit la main, la retourna et embrassa la paume d'un long baiser caressant et passionné, qui la fit frémir. Puis il la raccompagna jusqu'au bateau. M. Van Wyck ne revint à bord qu'une heure après le retour de Kamala et Conrad. Celui-ci alla à sa rencontre et se rendit compte, en le voyant franchir la passerelle avec précaution, qu'il avait bu. « Oh, vous voilà, Sir Conrad, s'exclama-t-il. Je pensais que vous vous joindriez à moi. Vous avez manqué les plus adorables petites roulures que j'ai vues depuis longtemps. Que vous arrive-t-il? Pas assez de mon sang rouge dans les veines? » « Ma sœur voulait voir les fleurs, répondit froidement Conrad. Nous avons fait une promenade sur les hauteurs de la ville. »« Nous aurions dû échanger nos rôles, dit M. Van Wyck avec un regard de biais. Conrad se détourna pour que le Hollandais ne pût voir le dégoût qui lui inspirait. « Je vais quand même vous dire une chose, ajouta M. Van Wyck. Je n'ai pas uniquement passé la journée à prendre du plaisir. Je ne dis pas que ce ne fut pas très délectable, mais les affaires avant tout, mon cher. J'ai trouvé un remplaçant à notre blessé. » « Avez-vous réellement l'intention d'abandonner le marin qui s'est cassé le bras » interrogea Conrad d'un ton sec. « Bon Dieu, oui. Vous me prenez pour qui? Une institution charitable? C'est un homme qui ne sera bon à rien pendant 3 semaines. Je lui ai payé ce que je lui devais et lui ai trouvé un remplaçant. » Conrad trouva cette décision d'une grande dureté. Il ne l'eût jamais prise en tant que capitaine, mais il était inutile de discuter avec Van Wyck. « Je peux vous dire qu'il n'est pas commode de trouver ici un homme bon à quelque chose, dit M. Van Wyck. J'avais entendu dire qu'il y avait dans la ville basse un Anglais, second d'un bateau qui était reparti sans lui. Naturellement, il était saoul, et n'avait pas tout son bon sens, mais j'ai vu ses papiers, il a les qualifications nécessaires. »« Vous l'avez donc engagé, dit Conrad. »« J'ai fait beaucoup mieux, dit Van Wyck avec un rire sonore. Je lui ai mis la tête sous une pompe pour le dessouler. Puis j'ai dit à 2 de mes hommes de le traîner jusque sur le bateau. Pour l'heure, il est en bas en train de cuver son vin. Ce n'est pas en mer qu'il trouvera beaucoup d'alcool. Et si nous essuyons une tempête avant d'atteindre la Havane, nous aurons besoin d'hommes capables, pas d'infirmes. »« J'espère qu'il vous donnera satisfaction, dit Conrad. Et il quitta M. Van Wyck qui devait donner des ordres pour que l'on hisse les voiles. Le lendemain matin, Kamala parut au petit déjeuner, déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider Conrad. Il ne s'était pas vu au dîner le soir précédent, car Conrad était demeuré sur le pont pour aider M. Van Wyck à sortir le bateau à la marée du soir, si bien qu'elle avait pris son repas seule avec Quintero. La mer était relativement calme, et Kamala s'était retirée après dîner, pensant lire au lit,
mais au lieu de cela, elle était restée étendue, évoquant leur après-midi merveilleux. Elle se disait que si elle aimait déjà Conrad, avant cette journée, elle l'aimait maintenant infiniment plus encore. « Je vous aime, murmurait-elle pour elle-même, en s'endormant le sourire aux lèvres, tandis qu'elle se souvenait de tous les mots qu'il avait prononcés. Elle dormit tard, et lorsqu'elle arriva au salon le lendemain matin, le Seigneur avait terminé son petit déjeuner, et comme d'habitude, il était plongé dans un livre. Il se leva à l'entrée de Kamala et dit avec excitation « J'ai trouvé dans cet ouvrage quelques passages traitant des plantes, et qui vous intéresseront beaucoup, mademoiselle. » « Il faut que vous me les lisiez, dit Kamala. Je suis certain que ma prononciation s'améliorera dans la mesure où je réussis à imiter la vôtre. Vous avez une si jolie voix, répondit galamment Quintero, que tout ce que vous dites est agréable et musical à l'oreille. Maintenant, dites-moi donc ce que je suis censé répondre à cela, dit en riant Kamala. Vous savez bien que je suis beaucoup trop anglaise pour trouver les mots qu'il faut. Ils étaient en train de rire tous les deux, lorsque la porte s'ouvrit. Conrad entra. Kamala le regarda et prit peur. Elle ne l'avait jamais vu aussi grave et l'expression de son visage était énigmatique. Elle traversa la pièce et s'asseyant auprès d'elle, sur le sofa, il lui prit la main. « Dites-moi, dit-il, avez-vous jamais été vacciné ?» Sa voix trahissait une sorte de terreur. « Oui, répondit-elle, papa était très partisan des vaccins. Ayant fait la connaissance du docteur Jenner, ma mère et lui se sont fait vacciner tous deux avant leur départ pour l'Italie. Et papa avait insisté pour que je le sois en même temps. » Conrad laissa échapper un soupir qui semblait émaner du plus profond de lui-même. Ses doigts serrèrent ceux de Kamala à lui faire mal. Dieu soit loué. Pourquoi? Que se passe-t-il? Demanda Kamala. Conrad se tourna vers l'Espagnol. Et vous, avez-vous été vacciné? Mais naturellement, je ne passerai pas mon temps à voyager sans prendre des précautions aussi élémentaires. Mais qu'y a-t-il donc? Demanda Kamala. L'homme que M. Van Wyck a engagé hier à la petite vérole, répondit Conrad. Les autres marins ont déclaré qu'il avait vomi et déliré toute la nuit. Aussitôt que j'ai vu sur son visage une éruption d'un rouge foncé, j'ai compris ce qu'il en était. Comment Van Wyck a-t-il pu penser que cet homme était en état de prendre la mer? Demanda Quintero d'un ton mécontent. M. Van Wyck m'a dit qu'il avait bu. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la fièvre qui précède l'éruption, la migraine et les vomissements peuvent passer pour les effets de l'alcool. Conrad n'ajouta pas qu'il tenait tout cela pour la punition du manque d'humanité dont Van Wyck avait fait preuve envers le marin blessé. Aussitôt que j'ai vu cet homme, j'ai eu peur pour vous, dit-il à Kamala. Puis-je faire quelque chose? Demanda-t-elle. Non, certainement pas, dit sèchement Conrad. Vous allez rester ici et c'est un ordre. La plupart des autres marins sont sûrement vaccinés, s'exclama Quintero. C'est obligatoire dans la plupart des pays. Pas en Angleterre, répondit Conrad, ni en Hollande. Il prononça ces derniers mots d'un ton qui alerta Quintero. Ce dernier lui jeta un coup d'œil aigu. « Voulez-vous dire que Van Wyck n'est pas vacciné? Voyons, c'est impossible. Il prétend avoir toujours évité la fréquentation des médecins et de leurs drogues, mais il ne s'est jamais trouvé en contact avec quelqu'un atteint de la petite vérole. » Il pressa la main de Kamala et sortit. Ils restèrent plusieurs heures sans le revoir. Il revint, tenant à la main la liste de tous ceux qui étaient vaccinés. Le seul Anglais vacciné était Spider. Il avait été au Danemark l'année précédente, car c'était obligatoire dans ce pays. Il y avait à bord 5 marins danois et ils étaient immunisés ainsi que 2 Suédois. 2 Bavarois, quoique vaccinés depuis plus de 10 ans, ne couraient aucun danger de la vie de Conrad. Mais les Anglais et les Hollandais, parmi lesquels M. Van Wyck ne s'était jamais soucié des facilités qui leur étaient offertes dans presque tous les ports, « Cela semble incroyable, dit Conrad au petit déjeuner, que l'Angleterre n'ait pas rendu obligatoire la vaccination qui a pourtant été découverte par un Anglais. » Papa parlait très souvent du docteur Jenner, dit Kamala, et disait que grâce à lui, l'un des fléaux de l'humanité perdait peu à peu de son pouvoir destructeur. Excepté sur les Anglais, marmonna Conrad avec colère. Il n'y eut bientôt plus de doute. M. Van Wyck vivait dans la terreur. Il arborait un air bravache, répétant à qui voulait l'entendre qu'il était en parfaite santé, d'une vigueur peu commune, que la petite vérole était véhiculée par la crasse et ne s'attaquait qu'aux gens en mauvaise condition physique et qu'en conséquence, il ne courait pas, ainsi dire, aucun risque. Pourtant, Kamala s'aperçut que pour la première fois depuis qu'elle était montée à bord du voilier, il ne s'occupait pas d'elle. Elle n'était plus embarrassée par la hardiesse de ses regards et n'avait pas besoin d'éviter le contact de ses mains ou la trop proche présence de son corps. Il décida que le plus prudent était de rester au grand air et durant 10 jours, ils ne virent pas M. Van Wyck.
Le 10e jour, Kamala se réveillait en proie à un sentiment d'effroi. Elle n'ignorait pas à quel point Conrad était tourmenté. Il était loin de traiter la situation à la légère ou d'en sous-estimer les dangers, comme le faisait le maître du navire. L'homme qui avait apporté la petite vérole à bord était mort au bout de 3 jours, enflé au point d'en être méconnaissable. Le Seigneur avait dit quelques prières avant que le cadavre ne fût jeté par-dessus bord. Et Conrad avait insisté pour que l'on récure absolument tout et que l'on désinfecte le pan inférieur. Je pense que ce serait une bonne précaution que de nourrir les hommes un peu mieux. Nous avons embarqué des fruits et des légumes à Santa Cruz, mais il n'en reste plus. La viande manque également. Il n'osait dire ouvertement qu'il était atterré par la façon dont Van Wyck traitait son équipage. Il n'y avait pas assez de nourriture et les biscuits de mer embarqués en Angleterre étaient déjà pleins de verre. Tandis que l'arrière du navire était pourvu d'un luxe incroyable, l'avant était mal aéré et dénué du moindre confort. Mon Dieu, Sir Conrad, vous voulez tout de même pas que je chouchotte mes marins, avait tonitrué M. Van Wyck. Quoi que vous leur donniez, ils demanderont davantage, les payent bien, et s'ils veulent du luxe, qu'ils se le procurent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas acheter grand-chose pour l'heure, dit sèchement Conrad. Mais M. Van Wyck avait tourné en dérision l'intervention de Conrad et celui-ci n'avait pu se taire. Que va-t-il se produire aujourd'hui se demanda Kamala. Elle s'habilla et regarda par le hublot. La mer clapotait doucement sous un ciel sans nuages, le vent était fort et ils avançaient à vive allure. À cette vitesse, nous arriverons au Mexique plus tôt que prévu, se dit-elle. Elle se rendit au salon où, comme à l'accoutumée, Quintero était arrivé avant elle. « Des nouvelles » demanda-t-elle. Il comprit ce qu'elle voulait dire. « Je n'ai vu personne » répliqua-t-il, tandis que Spider apportait le café. « Est-ce que tout va bien, Spider » interrogea Kamala à voix basse. « J'ai peur que non, mademoiselle. Monsieur Conrad est à l'avant. Il y a 2 hommes qui paraissent atteints. » Kamala se tourna vers Quintero. « Je suis sûr, dit-elle, que ce sont les 2 qui ont traîné l'homme à bord. Cela, il est certain qu'ils l'ont touché. » Conrad vint prendre le petit déjeuner, l'air soucieux, et ni Kamala ni Quintero n'eurent besoin de lui poser de questions. « 2 hommes ont de la fièvre, dit Conrad, et un 3e commence à avoir des vomissements. » Spider lui apporta le petit déjeuner. Il s'assit et mangea en silence. « Laissez-moi vous aider, je vous en prie, dit Kamala. »« Si vous pouvez faire quoi que ce soit, répondit Conrad, je vous promets de vous demander assistance. Je ne voudrais pas qu'une femme soit confrontée au terrible ravage de la petite vérole. Mais je sais qu'en souvenir de votre père, vous vous sentez voué à soulager la souffrance d'autrui. Je puis vous jurer, Kamala, que ceux des hommes qui ont été vaccinés font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les autres. » Il quitta le salon aussitôt après avoir fini son petit déjeuner. M. Van Wyck ne donnait toujours pas signe de vie. Mais un peu plus tard, tandis que Kamala s'apprêtait à prendre sa leçon d'espagnol, la porte s'ouvrit sur Spider. « Il s'agit de mon maître, mademoiselle. Je n'aime pas du tout son visage. Où est M. Conrad ?»« Il n'est pas ici, répondit Kamala, mais je vais voir si je puis faire quelque chose. » Spider semblait si troublé qu'il ne formula aucune protestation, et elle le suivit jusqu'à la cabine de M. Van Wyck. Elle vit immédiatement que le Hollandais commença à éprouver une raideur dans la nuque et prit son pouls. Il était précipité, la température était sûrement très élevée, il ne la reconnut pas. « Ma tête » murmura-t-il. Kamala, posant la main sur son front, constata qu'il était brûlant. Elle dit à Spider d'apporter une boisson fraîche à son maître et monta sur le pont à la recherche de Conrad. Il venait de prendre le gouvernail car l'homme qui tenait la barre s'était senti mal. Quand il traversa le pont pour descendre, se reposer, il fut soudain pris d'un violent malaise et s'effondra contre le bastingage, incapable de faire un pas de plus. 2 hommes se portèrent à son secours et Kamala s'approcha de Conrad. « Monsieur Van Wyck est atteint, dit-elle d'une voix calme. »« Oh mon Dieu, non, pas un de plus, s'exclama Conrad. »« J'ai peur qu'il n'y ait aucun doute, répondit Kamala. Il a une très forte température et se plaint de maux de tête. »« Voulez-vous, s'il vous plaît, ne pas approcher de lui, dit Conrad d'un ton furieux. J'ai dit que je ne voulais pas vous voir intervenir. Restez dans votre cabine ou dans le salon. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Je le peux et je le ferai, rétorqua Conrad, et je ne veux à aucun prix que vous soyez mêlé à ces choses sordides. Faites ce que je vous dis, Kamala. Elle leva les yeux sur lui, avec un peu d'appréhension, troublée par la colère qu'elle décelait dans sa voix, mais quand le regard de Conrad croisa le sien, son expression s'adoucit.
J'essaie de faire au mieux pour chacun, dit-il. Même si ce n'est pas votre avis, si vous ne m'obéissez pas, cela ne fera que me rendre les choses plus difficiles. Je vous obéirai, dit-elle avec un soupir. Elle redescendit. M. Van Wyck mourut 3 jours plus tard, et lorsqu'elle vit la mer se refermer sur le grand corps enveloppé d'un drap, elle essaya de ressentir du chagrin, mais elle savait bien que c'eût été hypocrisie et qu'elle était secrètement contente de n'avoir plus rien à redouter de lui. 10 autres hommes périrent les uns après les autres, y compris le second du navire. Il n'y avait nul moyen de les soigner, et ceux qui étaient bien portants ne pouvaient que maîtriser le malade dans leur délire et ensuite le livrer au flot. L'équipage se trouva extrêmement réduit. Conrad était maintenant capitaine du bateau et faisait beaucoup plus que sa part. Kamala se rendit compte que jamais il n'avait paru plus satisfait, ni mieux en paix avec le monde et lui-même, car c'était là la vie qu'il connaissait et qu'il aimait. Dès qu'il eut pris le commandement, il améliora l'ordinaire des marins et abandonna un grand nombre de règles trop dures que M. Van Wyck avait jugées indispensables. Kamala entendait les marins chanter ou siffloter en travaillant et elle sut, sans qu'on eût à le lui dire, que l'Aphrodite était un bateau plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Il n'y eut que Spider pour pleurer son maître, mais il transféra vite ses sentiments sur Conrad, auquel il prêta allégeance, et accepta tout en maugréant qu'on jeta par-dessus bord la plupart des affaires de M. Van Wyck, son matelas, ses draps, ses rideaux et tous les vêtements qu'il avait portés après leur départ des Açores. « C'est vraiment du gâchis, mademoiselle, » murmura Spider à Kamala. Elle savait que la destruction d'une belle étoffe était pour lui une cruelle épreuve. Sur les ordres de Conrad, on avait de nouveau tout frotté et nettoyé avec un désinfectant si puissant qu'un jour Kamala se plaignit qu'on ne pouvait même plus sentir l'odeur de la mer. Kamala se trouva une seule fois au salon en tête-à-tête avec Conrad. Il était entré juste avant le dîner. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte et emplissait son regard de la silhouette légère dans sa robe blanche. Le visage de Kamala s'illumina de joie et elle leva sur lui un regard plein d'amour. « Avez-vous tout ce qu'il vous faut ? Mais oui, vous voyez bien. Vous n'imaginez pas quel soulagement c'est pour moi de ne plus m'inquiéter pour vous, de ne plus avoir peur. Est-ce que vous m'aimez toujours ?» Elle dit cela dans un souffle, mais il l'entendit. « Un jour, je vous dirai à quel point. » Il la regarda un long moment. Une flamme brillait dans ses yeux, puis il sortit du salon, fermant la porte derrière lui. Nous voilà tirés d'affaire 5 jours après le dernier cas de petite vérole. De ce fait, je trouve que nous devrions renoncer à notre escale à la Havane si nous n'y sommes pas vraiment obligés, dit Quintero. Ils insisteront certainement pour que nous soyons mis en quarantaine, et je ne connais rien de plus agaçant que d'être ancré dans un port sans avoir la permission de quitter le bateau. Je suis de votre avis, dit Conrad, mais il est fort probable que nous serons à court de ravitaillement avant d'atteindre la côte du Mexique. Conrad discuta de ses intentions avec les hommes, leur témoignant une confiance que M. Van Wyck eût jugée au-dessous de sa dignité. L'opinion des marins ainsi que Conrad s'y attendait, fut qu'il fallait atteindre le Mexique aussi vite que possible. En réalité, ce fut le temps qui trancha la question. Ils pénétrèrent dans une zone de tempête et furent contraints de filer sous le vent, se trouvant ainsi dans l'impossibilité d'accéder à quelque port que ce soit. Le temps était de plus en plus mauvais et Conrad demeura nuit et jour au gouvernail. Les ponts étaient en permanence balayés d'écume blanche et les marins accomplissaient leurs tâches courageusement, bien qu'ils fussent épuisés. Après 3 jours de lutte contre les éléments, tandis que le bruit du vent dans le gréement et les craquements sinistres de la coque faisaient craindre le pire à Kamala, Conrad pénétra à grandes enjambées dans le salon. Nous entrons dans le golfe du Mexique. Elle semblait terriblement fatiguée, mais une note de fierté perçait dans sa voix. « Dieu soit loué !» s'exclama Quintero. « Le temps devrait être calme maintenant, » dit Conrad. « J'ai dit à Spider de nous préparer un bon repas ce soir. Je sens que nous en avons tous besoin. » Personne, pensa Kamala, n'en a besoin autant que Conrad. Il avait été rare pendant tout ce temps qu'il ait pu descendre aux heures normales, se contentant de manger sur le pouce entre 2 tours de quart. Maintenant, la tempête était enfin apaisée, une tempête qui avait déchiqueté 3 des voiles et abattu un mât. Le navire n'était plus aussi élégant que lorsqu'il avait quitté les Açores. Tout était blanc de sel, des voiles déchirées jonchaient le pont. Il y avait un tel fouillis de cordage dans tous les coins qu'il semblait qu'on n'en viendrait jamais à bout. Pourtant, Conrad souriait à son équipage aussi. Les hommes affirment qu'ils n'ont jamais servi sous un capitaine tel que M. Conrad,
dit Spider, et Kamala sentit une onde d'orgueil l'envahir. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où nous nous trouvons demanda le Sénor, lorsque Conrad les eut rejoints pour le dîner. Il me semble que les cartes de Van Wyck ne sont pas tout à fait exactes, répondit Conrad. Je suppose que nous serons bientôt en vue de la côte, probablement demain matin. Mais je n'en suis pas certain. Le vent a pu nous emporter au nord ou au sud du golfe. Cette côte n'a jamais été bien délimitée sur les cartes, répliqua Quintero, quoique les Américains tentent de faire de leur mieux. Les Mexicains sont encore méfiants. Ils n'aiment pas que les étrangers se mêlent de leurs affaires, et nous savons tous que les Espagnols ont leur raison pour garder l'arrière-pays. Mais certainement que tout cela va changer à présent que le Mexique est indépendant, demanda Kamala. Quintero haussa les épaules. On m'a dit que des bateaux partaient pour l'Espagne chargés d'or et d'argent, dit-il. Les aristocrates espagnols, j'en suis certain, auront soin de s'enrichir à la fois ici et dans le vieux monde. Beaucoup d'entre eux ont senti le vent et décidé qu'ils ne quitteraient pas le Mexique les mains vides. Et qui les en blâmerait demanda légèrement Conrad. Voilà un pays où coule le lait et le miel, ou plutôt l'or et l'argent. J'en tombe d'accord avec vous, dit Quintero. Il y a ici une richesse inépuisable, mais les Mexicains sont paresseux et n'aiment pas le travail, si bien qu'elle sera exploitée par le premier homme courageux et fort qui apparaîtra. Et cela pourrait être vous, dit doucement Kamala Conrad. Vous êtes trop exigeante, répliqua-t-il. Après avoir vu la manière dont vous nous avez conduits ici, dit-elle, je vous crois capable de tout. Pendant un instant, il plongea son regard dans le sien, puis il se leva. Il faut que je retourne sur le pont, dit-il. Je ne voudrais pas que notre aventure finisse mal et que nous nous fracassions sur un rocher. Kamala rit, et elle alla se coucher délivrée de tout souci. Une seule chose la désolait, le manque de sommeil de Conrad. Le jour suivant, la mer fut calme, et lorsque Kamala monta sur le pont, elle aperçut la côte du Mexique. « Nous y sommes, nous voilà arrivés, dit-elle à Quintero, qui se tenait à la poupe aux côtés de Conrad. J'ai grande hâte de vous montrer ce pays qui est, selon moi, le plus beau du monde, dit-il, particulièrement en cette période de l'année. Il fait une telle chaleur, dit-elle, que j'ai peine à imaginer que nous sommes en janvier. Vous rendez-vous compte que Noël est passé sans même que nous le remarquions? Ce n'est pas étonnant, remarqua paisiblement Quintero. Kamala se souvint alors que c'était le jour où M. Van Wyck avait succombé, tandis que la moitié de l'équipage était en proie à la petite vérole. Elle regretta un instant de n'avoir pu souhaiter un joyeux Noël à Conrad. Puis elle tourna ses pensées vers le présent. « J'espère, dit-elle, admirer les cactés en fleurs et aussi les oiseaux. Je n'arrive pas à croire que l'on puisse voir dans les arbres des perroquets et des toucans. C'est tellement extraordinaire. Vous verrez, ça ne l'est pas du tout. » Kamala, en apercevant la gaieté qui reflétait le regard généralement sombre de Quintero, comprit qu'il était aussi excité qu'elle à la pensée de ce qui les attendait. Ils déjeunèrent. Conrad descendit le temps d'avaler rapidement quelques bouchées et leur dit qu'il allait essayer de trouver un port. « Il est vain de se fier aux cartes, dit-il, mais je suis sûr qu'il en existe un par ici. Il est maintenant vital que nous trouvions des vivres et l'eau. Nous allons bientôt tomber à court. » On était à peu près au milieu de l'après-midi lorsque Kamala, qui était monté sur le pont dans l'espoir d'apercevoir la terre, vit deux bateaux qui faisaient voile dans leur direction. Ils étaient petits mais rapides. Conrad cria à matelot de leur faire des signaux et demanda au Sénor de bien vouloir épeler. « Où sommes-nous » en espagnol. Le marin envoya le signal, pas de réponse. Les bateaux continuaient d'approcher. « Qu'en dites-vous » demanda Conrad. « Je pense que ces bateaux sont de construction américaine » répondit Quintero. « Ils ne sont certainement pas mexicains. »« Il semble qu'ils soient armés » dit Conrad, les observant au télescope. « Voilà qui est étrange. »« Ils font des signaux maintenant » dit Conrad. « C'est sûrement en espagnol. Pouvez-vous le déchiffrer ?»« Bien sûr » répondit le Sénor. Il épela les lettres et Kamala les écrivit. « Continuez tout droit » annonça-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Conrad. « Est-ce un ordre ou bien nous propose-t-il de l'aide ?»« Répondez que nous cherchons un port et des vivres. » Le matelot transmit le message. La réponse fut « Continuez tout droit. »« Eh bien, c'est ce que nous allons faire, dit Conrad. Je pense qu'ils essaient de nous aider. » Il les observait avec sa longue vue. « Presque tous les marins sont des noirs, dit-il, mais très bien vêtus. Ils sont armés de canons forts, lourds pour de si petits vaisseaux. Il s'agit certainement de patrouilleurs. »« Le nouveau gouvernement doit être étonnamment efficace, dit le Sénor sèchement. L'un des bateaux était maintenant passé sous le vent et escortait le grand voilier dans la direction du port. Le second le suivait de près. « Dites-moi, nous voilà royalement escortés, observa Conrad. Espérons que nous serons aussi aimablement reçus. »
Kamala courut à sa cabine pour mettre la nouvelle robe que Spider lui avait faite depuis qu'ils avaient quitté les Açores. Il venait juste de la terminer, ayant été trop préoccupé par l'épidémie pour avoir le temps de coudre. Il avait très habilement drapé de la mousseline blanche sur un jupon de satin rose et porté par Kamala son œuvre avec l'éclat et le lustre d'une perle. Il avait confectionné une ceinture avec un ruban et de minuscules nœuds roses relevaient la mousseline et ornaient les courtes manches. Elle semblait encore plus jeune et romantique lorsqu'elle monta rejoindre Conrad. Le bateau s'approchait du port de Mexico. « Je vois quelque chose qui ressemble davantage à une lagune qu'à un port, fit remarquer Conrad. « Je pense qu'il y a nombre de lagunes dans le golfe, répondit le Sénor. Je n'y ai jamais pénétré, mais je suis sûr que certaines d'entre elles sont à l'abri du vent et que l'on peut y jeter l'ancre. » Les arbres se dressaient sur la grève et sur les collines. Kamala pouvait déjà apercevoir les cactés avec leurs fleurs jaunes ou pourpres. Plus bas se trouvait la forêt qui semblait une jungle impénétrable. « C'est beau et plein de mystères, murmurait Kamala. « Attendez seulement de pénétrer dans les terres, dit Quintero. Vous aurez le sentiment d'entrer dans un monde fabuleux, à la fois primitif et si exaltant que l'on commence à comprendre là le peu d'importance de l'être humain. » Kamala ne pouvait détacher son regard de la glorieuse beauté des cactus. Elle n'eût jamais imaginé qu'il pût exister de telles couleurs. Puis ils aperçurent devant eux, à l'extrémité de la lagune, un énorme bâtiment blanc. À partir des terrasses, des escaliers conduisaient jusqu'au bord de l'eau et des personnes somptueusement vêtues les attendaient sur le quai. Même à cette distance, Kamala pouvait distinguer les redingotes rouges ornées d'or scintillant, l'éclat des épaulettes et des décorations. « On nous attend, voilà qui est clair, dit sèchement Conrad. Qu'est-ce que cela signifie ? Je n'en ai pas la moindre idée, répondit Quintero. Le petit bateau qui précédait l'Aphrodite fit signe de jeter l'ancre. Les hommes commencèrent à descendre les voiles. Il y a un bateau qui se dirige vers nous, dit Kamala, avec à son bord un homme fort élégant. Il a la peau foncée, remarqua Conrad à voix basse. Quintero attendit que le bateau s'approche un peu avant de répondre. C'est un mulâtre, quelque majordome, je pense. Le propriétaire de cette maison est sûrement un important personnage, sans aucun doute un Espagnol. Il souriait en parlant, mais Kamala remarqua que le regard de Conrad était soupçonneux. « Encore une chose, dit le Sénor, tandis que le bateau s'approchait, laissez-moi vous présenter. Il est important que vous fassiez impression sur les Mexicains, surtout sur les Espagnols. » Elle jeta un coup d'œil sur Conrad, et Kamala eut un rire bref. « C'est une chance que vous soyez tous deux si distingués. Espérons qu'ils seront de votre avis, répondit Conrad, et que cela les persuadera de nous ravitailler. »« Laissez-moi faire, dit le Sénor. » Le bateau aborda l'Aphrodite et Kamala vit que le personnage le plus richement vêtu, uniforme rouge, chamarré d'or, était un mulâtre. Lorsqu'il monta à bord, ils purent constater qu'il était de très haute taille. Il ôta son chapeau, orné de plumes multicolores, et s'inclinant avec une politesse exagérée, dit dans un espagnol assez correct « Madame, votre honneur, je vous souhaite la bienvenue au nom de son Excellence Don Miguel Moneda. » Le Sénor Quintero s'inclina à son tour et répliqua « Nous sommes extrêmement sensibles à l'accueil de son Excellence, Don Miguel Moneda. Veuillez informer votre maître que le capitaine de ce navire est un noble anglais qui serait très heureux de le rencontrer. » Ils continuèrent à échanger des paroles fleuries pendant un moment, puis le Sénor, Kamala et Conrad furent conduits à terre. Conrad donna des instructions aux hommes avant de quitter le bateau, et Kamala remarqua qu'il avait à la main une petite serviette de cuir. En approchant de la maison, ils s'aperçurent qu'elle était encore plus grande, plus luxueuse qu'ils l'avaient pensé. Et lorsqu'ils montèrent à la volée de marches de marbre, Kamala fut extrêmement impressionnée. Le mulâtre, dans son flamboyant uniforme, les conduisit dans la maison. Le Sénor Quintero avait expliqué à Kamala que les demeures mexicaines, grandes ou petites, étaient toutes bâties sur le même modèle, en carré. Au centre se trouvait un patio avec une fontaine sur lequel donnaient toutes les pièces, les plus nobles étant situées au premier et au second étage. En effet, ils montèrent un escalier dont la rampe était en argent et furent introduits dans une immense pièce qui faisait presque toute la largeur de la maison. Kamala en eut le souffle coupé. Le mur était sculpté et décoré d'or. Le sol était d'un marbre précieux et de magnifiques lustres de cristal et d'or étaient suspendus au plafond. Tout cela avait été sûrement importé d'Espagne. Il y avait partout de l'or, des tableaux d'or, des chaises d'or et à l'extrémité de la salle, sur un trône abrité d'un dais de velours rouge, se trouvait son Excellence Don Miguel Moneda en personne. Le mulâtre
s'approcha de lui, courbé presque jusqu'au sol, et Kamala ne put s'empêcher de ressentir, car il leur fallait traverser toute la pièce pour arriver jusqu'à lui, une sensation d'humiliation. Le sénor Quintero salua Don Miguel, puis présenta Conrad et Kamala. Il les décrivit comme des gens de la plus haute importance, et cela avec tant de brio et d'éloquence que Kamala se retint de rire. Don Miguel écoutait gravement. Elle ne s'était pas levée pour les accueillir. Kamala lui trouvait des traits aristocratiques. Avec ses cheveux noirs et son front haut, il avait l'air d'un autocrate impérieux et dominateur. Il n'y avait pas de doute, cet homme était un Espagnol de haute naissance, orgueilleux et austère. À l'opposé de ses serviteurs, il était sobrement vêtu de noir, et le seul bijou qu'il portait était un anneau orné d'un énorme diamant. Il écoutait attentivement le sénor, et lorsque celui-ci eut terminé, il se leva lentement de son trône et commença à descendre les degrés pour venir les saluer. « Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Mexique, Sir Conrad Varian, dit-il à Conrad en lui tendant la main. « Nous sommes heureux de nous trouver ici, votre grandeur, répondit Conrad en anglais. « Je regrette de ne parler qu'imparfaitement votre langue, dit lentement Don Miguel. « Il est déjà remarquable que vous parliez un anglais aussi aisé, s'écria impulsivement Kamala. Don Miguel tourna les yeux vers elle. Il semblait surpris qu'elle se fût permis d'interrompre la conversation. Légèrement embarrassée, elle fit une révérence. Il lui prit la main et la porta à ses lèvres. « Bienvenue à vous également, señorita. Ma demeure tout entière et tout ce que je possède sont à votre disposition. »« Muchísimas gracias. Vous êtes très aimable, dit Kamala en espagnol. Mais vous parlez notre langue. »« Un peu, répondit-elle, et j'espère parfaire ma connaissance de l'espagnol avant de quitter le Mexique. Espérons que ce départ n'est pas trop proche. » Elle lui sourit. « On vous a préparé un repas, dit-il. En attendant, Sir Conrad, me ferez-vous l'honneur de boire un verre de vin en ma compagnie ?»« Nous en serons ravis, répondit Conrad, et je demande à votre Excellence d'être assez aimable pour vouloir bien faire apporter quelques ravitaillements à mon équipage. » Le sénor Quintero traduisit la requête de Conrad, mais Don Miguel fit un geste qui signifiait qu'il se trouvait bien au-dessus de pareils détails. « On a déjà pris des dispositions. »« En ce cas, je vous en remercie du fond du cœur, dit Conrad. »« Nous sommes extrêmement reconnaissants, votre Excellence, reprit Kamala en espagnol. Nous avons en effet essuyé une redoutable tempête avant d'atteindre le havre du golfe du Mexique, et nous sommes quelque peu à court de vivres. Nous avons eu une traversée très pénible. » Elle se rendait compte que si l'Espagnol semblait l'écouter avec intention, il ne prenait en fait aucun intérêt à leur mésaventure. Elle sentait qu'il était préoccupé de ses propres pensées, et quelles qu'elles fussent, elles les concernaient tous. Ils furent conduits dans un salon magnifique, presque aussi impressionnant que ce que Kamala nommait à part la salle du trône. Là encore, il y avait profusion de sculptures d'or, mais aussi de tableaux représentant les ancêtres du propriétaire, de confortables sièges, des sofas. Des serviteurs, somptueusement vêtus, firent leur apparition portant un vin léger et doré que Kamala trouvait délicieux. « Je le cultive moi-même, » expliqua Don Miguel. « Ici, dans mon royaume, je vis pratiquement en autarcie. Je possède tout ce qui est nécessaire. » Kamala se dit qu'elle devait avoir mal traduit le mot « royaume ». Il avait certainement voulu dire une province, mais Don Miguel continuait. « Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, comme vous allez vous en rendre compte, je règne en maître. Ceux qui me servent obéissent à mes ordres et nul ne s'oppose à ma volonté, car je suis le roi, le législateur, et pour certains, je suis même un dieu. » Kamala leva les yeux avec surprise et se demanda si ses connaissances en espagnol ne la trahissaient pas. Il parlait calmement, sans élever la voix, et pourtant, il était impossible que les mots qu'il prononçait ne fussent pas exagérés. Brusquement, il se leva. « Certaines affaires me réclament, dit-il. On va vous montrer vos chambres et vous pourrez vous y reposer. Je vous invite à ma table pour 9 heures. Muy buenos días, señorita. » Avant qu'ils eussent pu répondre, il avait quitté la pièce. Kamala regarda le sénor Quintero. « A-t-il réellement dit que son domaine était un royaume et qu'il en était le roi ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est ce qu'il a dit, » répondit le sénor. « Tout cela ne me plaît guère, Sir Conrad. Cet homme a quelque chose d'étrange. »« C'est également mon opinion, acquiesça Conrad.